Je remercie Claudine Blanchard-Laville de m'avoir donné la parole autour d'un paradoxe, c'est-à-dire peut-on faire d'un cours ex cathedra de 150 à 300 personnes un dispositif pour introduire les étudiants à une posture clinique. Alors je la remercie infiniment puisque cette question-là, je me la suis posée inconsciemment, j'y ai répondu au fil du temps, depuis 1982. Et aujourd'hui, c'est la dernière année que je donnerai ce cours, puisque j'ai choisi de partir hors de l'institution. Et donc, ça a été une création de bien des années. Je ne sais pas si je la lègue, si je la transmets, mais j'avais envie de vous en parler un peu. Puisque quand on parle d'un cours ex cathedra, on imagine bien ce que c'est, nous l'avons contesté. C'est une transposition frontale, sans dialogue possible, généralement une transmission de la théorie. Alors, que peut-on faire d'une transmission, d'une posture clinique dans un tel cadre, avec de telles contraintes ? Quand on parle de dispositifs cliniques, nous en avons vu un certain nombre d'exemples. C'est avec des petits groupes, c'est dans l'accompagnement individuel, c'est dans l'accompagnement groupal, mais c'est rarement cette scène de pouvoir entre l'un qui parle et les autres qui écoutent. Pourtant, au fil du temps, et peut-être dès les premiers instants, j'ai éprouvé dans cette scène-là la possibilité effective de transmettre une posture clinique, une sensibilité clinique et de mettre en mouvement la pensée des étudiants sans cliver ni rationalité ni sentiment. Et je l'ai fait et je l'ai fini par théoriser et je voudrais vous en donner quelques éléments. Alors mon cours se passe à Genève, je l'ai intitulé « Dimension relationnelle et affective des métiers de l'humain ». Et donc l'importance pour moi est de pouvoir les introduire à une part souvent niée, déniée, clivée, qui est la subjectivité au travail, la dimension affective des métiers et l'importance du relationnel, même si ce relationnel prend place dans un groupe. Alors, c'est vrai que être clinicien lorsqu'on est un professeur ex cathedra est une drôle de chose, mais il y a un élément extrêmement important, c'est sa parole. Habiter sa parole, porter sa parole, prendre des risques dans sa parole, créer à travers sa parole, à partir d'objets, alors d'objets qui sont mes objets ou qui sont les objets des autres. Et j'ai rapidement construit toutes les thématiques que j'évoque dans mon cours, non pas à partir de mes recherches expérimentales, mais à partir des travaux d'étudiants et à partir des lignes de tension, des contradictions que je voyais apparaître dans leur manière de penser. C'est-à-dire que ce cours s'est construit en dialogue avec ce qu'ils me disaient, de leur manière de penser. Et donc, c'est à partir de ces objets qui viennent, et aussi de ma pratique avec des professionnels dans des supervisions, que j'ai voulu les introduire à ce qui était pour moi une passion, c'est-à-dire de chercher à comprendre. Chercher à comprendre là où on bute, chercher à comprendre là où il y a un énigme, chercher à comprendre, à mettre des mots, chercher à comprendre, à ouvrir, chercher à comprendre, à lier, à relier, chercher à comprendre en posant des questions. Et lorsque un clinicien universitaire prend cet exercice-là, il faut c'est une métaphore, qu'il habite sa parole, c'est-à-dire que c'est une parole risquée, c'est une parole qui bégaye, c'est une parole à lapsus, c'est une parole qui essaye de penser au moment où elle se dit,
C'est une parole qui montre la pensée en mouvement. Et donc, ça demande au clinicien, comme quand il entre dans un groupe où il ne sait pas ce qui va se passer, ça lui demande aussi, et ce n'est pas sans angoisse, ce n'est pas sans difficulté, d'inventer sur le moment à partir, alors on va voir, de fragments ou d'objets partiels, pour montrer quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui pense, quelqu'un qui ne clive pas, et surtout qui est en cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Alors, ce clinicien-là, pour moi, j'ai découvert que je parlais de choses extrêmement intimes à une foule d'étudiants. Donc, je parlais à une collectivité avec une très, très grande distance. Et c'était assez paradoxal de parler de l'intimité de chacun sans pouvoir s'adresser les yeux dans les yeux à la personne et en maintenant une plus grande distance puisqu'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de dialogue. Et pourtant, je me suis aperçue que cette distance protégeait les étudiants. Ils n'avaient pas à se montrer, disons, à rendre visible ce qui se passait à l'intérieur et que cela les protégeait de mon regard, de mon contrôle et que cela ouvrait leur capacité de faire des liens avec ce qu'ils avaient vécu, de faire des liens avec leur propre histoire, mais avec quelque chose d'une certaine liberté. Et donc, je n'ai jamais, j'ai toujours autorisé les résistances, j'ai toujours donné aux étudiants la capacité de ne pas faire ce travail quand ils ne pouvaient pas le faire, mais de pouvoir le faire en toute intimité, sans que je sois intrusive dans leur élaboration. Donc, c'est vrai que c'est un dispositif où je ne contrôle pas, où je n'exige pas, mais je donne un certain nombre de cadres, de dispositions qui leur permettent de mettre en mouvement cette pensée. Alors bizarrement, ça s'est passé autour du processus d'évaluation. Alors, on est dans un système universitaire, on doit évaluer. Comment on évalue, comment on met en mouvement, comment on arrive à dans un cadre contraint, néanmoins, à ce qu'ils aient de la liberté. Et très vite, j'ai inventé un dispositif qui s'appelait le savoir en jachère, c'est-à-dire que l'important, c'est d'autoriser. Autoriser l'écriture, autoriser la parole, autoriser la mise en lien. À travers ce que j'appelais un savoir en jachère, c'est-à-dire des questions posées auxquelles ils devaient répondre pour comprendre quelles étaient leurs pensées aujourd'hui, comment ils pensaient, comment ils pouvaient estimer leurs pensées, puisque avec Michel de Certeau, il estimait que c'était à partir de leurs questions et de leur manière de penser qu'ils pouvaient dialoguer avec la théorie. La deuxième chose, c'est que je leur ai imposé un journal de cours dans lequel ils devaient dialoguer avec les objets du cours comme ils voulaient, dans une autorisation d'un jeu, d'une écriture libre. Et troisième chose, je leur ai fait choisir une thématique qui était la leur. Donc c'est un cours de premier cycle dans ce passage de une question, qu'est-ce que je pense, comment je lis et comment j'écris. Cette évaluation, je n'évalue jamais le contenu, mais j'évalue toujours le processus. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se soient risqués à ce type d'écriture, même en résistant, même en étant que dans la théorie. Pour moi, c'est pas important. Il y a ce genre de matière, on ne peut pas l'imposer. Mais beaucoup d'étudiants m'ont dit, pendant cette année, j'ai dormi. Je n'ai pas pu écouter. Je résistais complètement. Je vous ai fait un travail, j'ai réussi. Et puis, j'ai seulement compris 3 ou 4 ans plus tard ce que ça signifiait et j'ai pu y revenir. Donc, évaluer cliniquement, effectivement, ça prend un certain nombre de risques, mais c'est de jouer sur la contrainte et être un maître, transmettre.
c'est donner des contraintes, hein, ce n'est pas laisser toute la liberté, mais laisser une liberté qui permet de choisir, et c'est difficile, de s'autoriser, de pouvoir dire « je » dans l'écriture, de ne pas avoir peur, de ne pas être... et ça devient de plus en plus difficile parce que les étudiants se norment et ils me demandent toujours « mais n'y a-t-il pas un journal de cours que je pourrais lire pour savoir comment je dois faire ? N'y a-t-il pas quelque chose que vous pourriez nous dire en codant bien pour que je m'adapte bien à vos exigences ?» Et donc une posture clinique, c'est de leur montrer que effectivement, il faut partir de nos questions, il faut interroger, il faut s'arrêter, il faut partir de notre subjectivité pour la mettre en travail et que tout le travail de la subjectivité n'aboutit pas à la partialité, mais à la confrontation entre effectivement d'autres subjectivités pour qu'on arrive à une certaine objectivité. Donc vous voyez, ce dispositif d'évaluation, je pense qu'elle a des qualités cliniques, comme a des qualités cliniques ma manière de transmettre. Donc j'ai pris le pari de ne pas transmettre de la théorie, mais de transmettre que ma compréhension, c'est-à-dire ma recherche de compréhension de phénomènes qui se passent dans les pratiques enseignantes ou dans les pratiques de soins ou dans les pratiques thérapeutiques. Et donc de partir des récits d'expérience, des histoires, c'est-à-dire d'une matière qui est beaucoup plus littéraire que scientifique. Et ça, je m'en explique dans un ouvrage avec Alain André sur écrire l'expérience. Je me suis aperçue très vite, et beaucoup d'ouvrages psychanalytiques le faisaient, que ce qu'on appelle les vignettes cliniques, ce qu'on appelle les histoires, ce qu'on appelle les récits, a un pouvoir de transmission extrêmement grande. Et c'est les étudiants qui me l'ont fait découvrir, parce que je leur disais « racontez une histoire dans laquelle vous avez buté ». Et ils se sont mis à raconter et les histoires étaient totalement passionnantes. Et c'est à partir de ces histoires que j'ai construit ma propre parole. Et donc c'est un mélange entre des histoires, entre de la littérature, entre mes mots, entre de la théorie, qui leur montre la place de la théorie, qui n'est pas une place de plaquage, qui n'est pas quelque chose dans lequel il faut absolument parler en concept, mais vraiment qui permet d'ouvrir les situations, de se déplacer, de comprendre quelque chose qui me résistait. Alors bien entendu, c'est important, et je pense que là, je transmets quelque chose d'une posture clinique face aux enfants qu'ils auront, face aux situations qu'ils devront vivre, face aux questions éthiques qu'ils auront à résoudre. Alors bien entendu, je ne me fais aucune illusion. Ce cours à lui seul ne suffit pas. Ce cours à lui seul ne transforme pas. Pourtant, dans ce cours, ils ont été beaucoup à me dire « mais ça a eu des effets thérapeutiques ». Alors que, comme historienne, je sais bien qu'on ne mélange pas les scènes, mais que je sais que tout espace pédagogique, s'il est bien parlé, s'il est bien construit, s'il est bien cadré, a des effets non pas de transformation radicale, mais met en mouvement. Alors, certains font une thérapie, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les étudiants sont gavés d'une psychanalyse de bons étages, enfin de mauvais étages ou disons, social, mais qu'il leur manque un tas de repères sur qu'est-ce que sentir, qu'est-ce que des sentiments, qu'est-ce que l'affect, qu'est-ce que la relation, qu'est-ce que moi et l'autre, comment ça se passe, quels sont les pièges, etc. Et que ce travail primaire est extrêmement important. Donc, ça veut dire que dans ce dispositif, j'ai une présence à eux, à moi,
J'ai une présence et une parole dont ils disent « mais comment vous faites ?» parce qu'on a toujours l'impression que vous vous adressez à moi en singularité, alors que vous vous adressez à un groupe entier et qu'il y a une possibilité. Alors, est-ce que c'est une manière de justement toucher juste, que ma parole touche chacun à un endroit, pas tous au même endroit, et que par cette mise en mouvement, ils lisent beaucoup, ils lisent avec plaisir, ils lisent, alors là aussi je les autorise à certaines lectures, mais vous voyez, et je crois que je vais bientôt m'arrêter, cet espace ex cathedra qui a été aussi une propre révélation de ma manière de parler, de ma manière de penser. Il ne faut pas le déserter. Il ne faut pas dire une position clinique ne se transmet que dans des petits groupes. Il faut habiter ces cours parce qu'on les habite en différence. On les habite non pas en jugement des autres manières de transmettre, mais ça fait différence et il goûte à une passion du savoir, il goûte à quelque chose dont j'essaye de les prévenir, c'est-à-dire l'anti-intellectualisme que souvent ils développent au fil de leurs études universitaires, à force de devoir se normer et de ne pas pouvoir créer. Alors voilà, ça s'accompagne aussi, et dans le dernier livre dont Philippe a parlé, Clinique actuelle de l'accompagnement, ce livre essaye de voir est-ce qu'il y a un accompagnement clinique à l'université. Et bien entendu que j'accompagne des étudiants dans la production de leur mémoire, dans la production d'objets, que cet accompagnement clinique a aussi une particularité. Et il faut faire attention, quand on est clinicien, de n'être pas dans l'incohérence, c'est-à-dire de prôner un certain nombre de valeurs cliniques et en fait de faire des choses tout à l'envers. Donc voilà, j'espère que d'autres, à leur manière, recréons une manière d'enseigner. Je pense que ma manière là va s'achever avec mon dernier cours, que quelqu'un sera bien obligé d'inventer autre chose. Mais ce que je voudrais juste dire, c'est que c'est possible et qu'il faut tenir les grands espaces et qu'il faut effectivement habiter ces espaces aussi comme clinicien, puisque nous savons qu'à l'université, la clinique est de plus en plus combattue et que les étudiants n'auront plus qu'un seul discours et qu'il nous faudra résister autrement, mais qu'effectivement, si vous êtes dans des espaces universitaires, ne vous plaignez pas, inventez, créez et risquez-vous.